Témoignage de Laurent Bertron, responsable logistique dans une PMI. Quand j'arrive le matin à l'usine, je prends rendez-vous avec moi-même. J'arrive, je pose mes affaires, j'appuie sur l'interrupteur de l'ordinateur, je vais à la machine à café, je m'assois, je me pose. Une première phase de décompression avant de descendre sur le terrain. Ensuite, je vais dire bonjour à l'équipe. La journée commence. Je suis responsable de 2 secteurs, réception et expédition, avec un encadrant pour 3 personnes sur chaque secteur. On prend le café, on discute, on fait le point sur l'activité de la veille. Il y a un passionné de football, j'en ai fait aussi. On discute un peu des entraînements. J'ai besoin de connaître les personnes avec qui je travaille, d'être à l'aise avec elles. J'essaye de percevoir leur état d'esprit. Je suis quelqu'un de très rationnel, mais je sais aussi que les émotions comptent beaucoup. On peut répéter 10 fois la même information, et à la 10e, il y a quelque chose de différent. L'expression du visage n'est pas la même. C'est le signal qu'il y a un message à décoder, qu'il y a quelque chose à comprendre. Et si j'entends une réflexion inhabituelle, je me dis, tiens, il y a peut-être un message à comprendre, à décoder. On a souvent la tête dans le guidon avec beaucoup de sollicitations, mais c'est aussi les relations qu'on établit dans ces moments-là qui permettent de faire passer le message, d'avoir les bonnes informations. Pour moi, un cadre est comme un filtre. La direction a sa logique, le chiffre d'affaires à produire, les budgets à tenir, la pression des clients. Si je transmets tel quel, ça ne passe pas. Je suis loyal envers tout le monde, mais je traduis pour les uns et pour les autres. Un responsable hiérarchique me dit « Il y en a marre que celui-ci soit en retard et fasse des erreurs, il faut le virer. » Si je vais voir la personne en lui disant « Toi, tu es en retard, tu fais des erreurs, tu es donc viré », je ne fais pas mon travail. Je réponds « D'accord, je m'en occupe, je vais voir ce qui s'est passé. » Je ne couvre pas la personne, mais je prends du recul pour ne pas réagir à chaud. J'assume ma fonction en menant mon enquête et en trouvant des solutions. La personne a peut-être des soucis personnels temporaires, elle peut avoir besoin de s'expliquer, peut-être que les erreurs commises ne sont pas seulement de son fait, et peut-être que si on la remplace par un intérimaire qu'il faudra former, ça marchera peut-être encore moins bien, pour plus cher. On me dit « Laurent, tu souris tout le temps. La vie n'est pas toujours rose, les salaires dans la logistique ne sont pas mirobolants, mais un sourire ne coûte rien. Quand je vais voir l'équipe, c'est comme dans une boulangerie. La vendeuse n'est pas responsable de mes soucis personnels. Techniquement, on peut toujours progresser et apprendre, c'est faisable. Je voudrais être le meilleur humainement, que les gens soient fiers de ce qu'ils font avec moi. Ça, c'est un vrai défi. » Anne Fender, chef du service Action sociale territoriale à la métropole de Strasbourg. La première année de ma prise de fonction en 2016, j'ai organisé 27 jurys de recrutement pour des remplacements d'agents. Mon service compte 200 personnes, essentiellement des femmes, sur des postes de secrétariat, d'accueil ou de travailleurs sociaux. Garantir notre capacité à assurer le service aux usagers, c'est-à-dire des personnes aux prises avec des situations personnelles difficiles, voire de la détresse sociale, est un défi quotidien. L'absentéisme, c'est le tonneau des Danaïdes quand les remplacements ne sont pas assurés d'emblée. Certains vont compenser jusqu'à s'y épuiser et devenir absents à leur tour. Recruter des CDD pour un mois demandait beaucoup d'énergie pour peu d'efficacité. Organiser le jury de recrutement, assurer la formation minimale sur le fonctionnement de la collectivité et le logiciel à utiliser, puis la prise de fonction avec l'équipe, tout ça pour recommencer un mois plus tard. Il fallait donc améliorer le système. Mon assistante a préparé une étude que j'ai soumise à ma directrice, puis à la DRH, à partir du constat que nous avons consommé une enveloppe de 48 mois de CDD sur une année. J'ai demandé que l'on m'accorde, enfin du moins que l'on accorde au service, 4 équivalents temps supplémentaires sur l'année à venir. Ils seraient intégrés à l'équipe volante existante et nous aurions ainsi à disposition une équipe compétente de renfort. Ce que je dois garantir à la RH, c'est de rester dans le volume de l'enveloppe. L'inconvénient, c'est que nous perdons la souplesse de pouvoir recruter plus de contractuels en cas de pic d'absence.
Par contre, nous faisons le pari de fidéliser les remplaçants et de stabiliser l'équipe, d'améliorer leur fonctionnement puisque les gens se connaissent davantage. Ça me semblait un bon moyen de lever des tensions autour de ces problèmes de remplacement et ça ferait moins de jurys à organiser. J'ai demandé à ma hiérarchie s'ils étaient prêts à prendre le risque. La direction nous a laissé carte blanche. La DRH a dit banco. Restait à faire évoluer le fonctionnement de cette équipe de renfort. Avec ce système, nous n'avons pas les moyens d'assurer les remplacements poste par poste et il faut alors raisonner en termes de ce qu'on appelle de l'appui à l'équipe. Quand les travailleurs sociaux arrivent pour le remplacement, ils assumeraient le travail que l'adjointe du centre leur confierait en fonction des besoins. Est-ce qu'ils seraient disposés à développer ce fonctionnement? J'ai confié le pilotage de cette équipe à une responsable d'unité territoriale, dont je connais le goût pour le management. Je lui ai donné 6 mois pour discuter avec les titulaires. Comment pourrait-elle travailler autrement pour rendre le service en sortant de la logistique de remplacement poste pour poste? Quelles sont les missions pour lesquelles ce serait jouable? Nous avons fonctionné ainsi en 2017. Mon assistante m'a proposé de réaliser un questionnaire pour faire le bilan. Elle l'a préparé de son côté et nous avons reçu 85% de réponses, ce qui est vraiment bien. Avec des retours plutôt positifs. Les personnes nous ont dit que nous avions bien communiqué sur la mise en place du dispositif et qu'ils avaient apporté des progrès. L'absentéisme a baissé de 4 points. Au vu de ce bilan, la DRH a été d'accord pour reconduire l'expérimentation cette année. Frédéric Madiot, manager en marketing et communication dans une société éditrice de logiciels. Alors Fred, quand est-ce qu'on fait le point? Celui ou celle qui m'interpelle est l'un des 3 membres de mon équipe. Quand, pris par les urgences, j'ai laissé passer la demi-heure d'entretien individuel. Je suis manager marketing communication dans une société de programmation informatique. Dans mon service, j'ai remplacé les réunions destinées à donner des directives et à faire les bilans par des entretiens individuels hebdomadaires. Les réunions plénières servaient surtout à montrer qui avait la parole et donc qui était le chef. Les membres de l'équipe sont aujourd'hui très demandeurs de ce temps d'échange parce que chacun a besoin de parler. En entretien individuel, je me trouve en position d'écoute. Cela ne m'empêche pas de repréciser les enjeux et de rappeler les objectifs, mais l'important est que l'on soit assis côte à côte et qu'on partage la même problématique. Lorsqu'à tour de rôle, ils entrent dans mon bureau, qui est ouvert sur leur espace de travail, ce sont eux qui ferment la porte, parce que c'est le moment où on se penche sur leur sujet. J'ai d'ailleurs le même type de relation avec mon supérieur hiérarchique que je rencontre 1 heure tous les 15 jours. Notre entreprise, c'est une 50aine d'employés, répartis entre le siège à Nantes et des bureaux à Toulouse, à Paris et depuis peu à Vancouver. Il faut bien prévoir des moments plus institutionnels comme le point commercial ou le comité de pilotage. C'est nécessaire, mais c'est pesant. Je préfère les réunions où les participants ont à résoudre des problèmes concrets. Par exemple, j'ai institué cette année un dispositif de management transversal pour améliorer la mise en place des contrats de support signés par nos clients. Auparavant, je recevais les bons de commande, je prenais les infos et puis je les transmettais à la personne de mon équipe qui s'occupe de ce genre de contrat. Or, celle-ci ne connaît pas forcément bien le client ni le contexte de son projet. Une partie de l'information était détenue par le commercial, une autre par le responsable technique du produit concerné et une autre par notre consultant. Si bien que le responsable du support au bout de la chaîne avait le plus grand mal à tout rassembler. De leur côté, les équipes techniques se plaignaient de ne pas toujours savoir quels étaient nos engagements. Maintenant, dès qu'on a le consultant et moi-même, dès qu'on a la commande, je réunis le commercial, le responsable produit, c'est le cœur du support, le consultant et moi-même, car je gère l'agenda. Pendant une demi-heure, on balaye tous les aspects du marché concerné en suivant une trame que j'ai établie. Et enfin, je fais un compte-rendu qui est envoyé à tous les participants et aux membres du comité de direction. C'est une réunion ciblée, énorme en temps et efficace. Économe en temps, pardon, et efficace. J'ai glissé. Je dirige avec beaucoup d'intérêt une équipe pluridisciplinaire motivée qui fait circuler l'information et crée de la cohérence dans l'entreprise. Je n'irai pas jusqu'à dire que notre service est central. Pourtant, c'est bien lui qui, quelque part, révèle l'âme de notre société qui entretient la flamme. Marion Feig-Müller, chargée d'études au BASIC. C'est un bureau d'analyse sociétale
pour une information citoyenne, en fait un bureau d'études dans l'économie sociale et solidaire. Quand j'aborde une étude pour un client, souvent une ONG, je me vois au pied d'une montagne à gravir. J'ai accès à une masse d'informations, de rapports, d'articles universitaires ou de la presse spécialisée traitant de la filière d'un produit comme le papier ou le cacao. Il s'agit de décrire tout le fonctionnement, de la production à la consommation. Je sais très bien que je vais commencer par m'y perdre. Trop de données à explorer, trop peu de repères parce que je découvre le secteur. Il va falloir digérer toute cette masse d'informations, se laisser surprendre, réussir à trouver des lignes de force, une cohérence, pour aller vers une synthèse suffisamment étayée et solide. Baquet, comme on dit entre nous. L'ONG a besoin de notre travail pour construire un plaidoyer pour une campagne. Nos études cherchent à établir les impacts sociaux, économiques, environnementaux des activités étudiées. Je ne prétends pas faire de la recherche scientifique, même si je m'appuie sur les travaux académiques avec autant de rigueur que possible dans le traitement de l'information. C'est un peu du journalisme d'investigation, mais avec davantage de temps et pour produire une étude destinée à un client précis. Il y a beaucoup de non-dits dans ces secteurs, des informations difficiles à trouver et même cachées. Il faut croiser les données quantitatives et qualitatives, les confronter aussi à des discours de professionnels du secteur qui peuvent nous donner des clés de compréhension. Tout cela participe à la solidité de l'analyse finale par vérification et contre-vérification. On ne sait jamais trop si on a réussi à gravir la montagne. Il faut bien s'arrêter, ne serait-ce que lorsqu'on a atteint le budget prévu dans notre prestation. En fait, je vais toujours un peu plus loin pour être sûr d'avoir fait le tour de la question. Je tiens à produire un travail de qualité dans le temps imparti. Depuis 5 ans que le cabinet existe, les sollicitations s'enchaînent de la part de clients qui reviennent vers nous ou qui nous en adressent d'autres. Nous nous disons qu'ils doivent y trouver leur compte. La validation d'une étude passe aussi par notre travail collectif, entre les 5 personnes de l'équipe. Chacun a des compétences différentes et nous fonctionnons un peu par strates sur une étude. La confrontation des éléments remontés par les uns et les autres nous fait passer du temps en réunion et il peut être difficile d'articuler le tout dans un ensemble cohérent. Mais le regard des autres est précieux. Lorsqu'on a l'impression d'être dans une impasse, ou bien pour proposer une approche un peu différente sur un travail en cours, ou sur la synthèse finale. Tout cela demande à la fois de l'autonomie et de la polyvalence. Il n'y a que 3 ans que je travaille ici. Je pense que ce que j'ai le plus appris relève de la confiance en moi. La structure me correspond bien du point de vue des idéaux, des méthodes de travail, de ce que je pense savoir faire dans une synthèse d'informations. Il me semble que nous parvenons à mettre notre goût de la rigueur et de l'honnêteté intellectuelle au service des démarches engagées. C'est peut-être ce qui fait la qualité des études produites et convainc les clients de revenir vers nous. Et je passe d'une montagne à la suivante. Alain Morin, responsable d'un service de conception dans un groupe automobile. J'aime arriver tôt le matin et profiter d'un moment de tranquillité pour finir de lire les emails de la veille, revoir les priorités de la journée. Je consulte mon agenda. J'ai souvent 3 ou 4 invitations en parallèle. Je dois choisir les réunions auxquelles je compte participer et, si je n'y vais pas, vérifier que mon équipe est représentée. J'en profite aussi pour prévoir des plages de temps, pour m'approprier certains dossiers complexes ou travailler sur mes propres livrables. Les réunions s'enchaînent souvent jusqu'à 18h30, puis je reprends les mails du jour et j'essaye de produire ce que je n'ai pas eu le temps de faire dans la journée. S'il y a tant de réunions, c'est que la complexité technique d'une voiture moderne impose un effort de coordination et de négociation permanent sur les performances, les coûts et les délais. Je dirige un service d'une 60aine d'ingénieurs et techniciens. Je suis leur responsable hiérarchique, mais aussi responsable de métier. C'est-à-dire que je valide les orientations techniques que nous avons retenues lors de réunions entre opérationnels. À moi ensuite de les défendre lors de réunions avec d'autres responsables de métier, partenaires, pour trouver des compromis. D'autres réunions encore sont organisées avec des fournisseurs ou des prestataires, puisque beaucoup de compétences se sont désormais extériorisées. J'ai choisi de faire ce travail et malgré ce rythme effréné, il est source de nombreuses satisfactions. Par exemple, depuis 2 ans, nous avons mis à jour un certain nombre de nos standards de conception sur la base de l'analyse des pratiques de la concurrence et des retours de clients dans les enquêtes de qualité. Nous avons également
redéfini certaines fonctions au sein de mon métier pour améliorer le service rendu au projet, avec des retours très positifs. C'est très appréciable de voir que l'on parvient à concrétiser des changements sur le moyen et le long terme, malgré les sollicitations incessantes du quotidien. Mais je vois bien aussi que nous subissons une pression terrible, qui s'est fortement accentuée ces dernières années du fait de la concurrence féroce et mondialisée. Ce n'est agréable pour personne de courir d'un sujet à l'autre, de ne pas avoir le temps de faire les choses comme on le voudrait. Autour de moi, beaucoup de managers sont au bord de l'épuisement, pris entre le marteau des décisions de nos dirigeants, garantie de notre survie, et l'enclume des difficultés des collaborateurs sursollicités. Jusqu'à présent, j'ai évolué dans ma carrière en regardant mes responsables avec beaucoup de considération pour leur capacité de travail, de prise de décision. Aujourd'hui, je constate la complexité des décisions qu'ils doivent prendre et l'état de fatigue dans lequel ils sont. Je me demande si ça en vaut la peine. Pourtant, j'aime la part d'humain dans mon métier. C'est le quotidien d'un manager et j'adore ça. En revanche, je constate aussi que je participe d'un système qui peut épuiser des personnes, les écœurer, au point de ne plus croire à l'avenir de l'entreprise, les angoisser au point de craquer. La recherche permanente de l'efficience et l'accélération sans fin du tempo peut se faire au détriment des personnes. Les collaborateurs deviennent interchangeables, remplaçables, dans un bureau d'études externalisé à l'autre bout du monde, voire par des logiciels. Je m'interroge sur l'avenir de mon métier. Agnès Caméeux, consultante dans une société internationale de consulting. Ce que je retiens de mes 7 années d'expérience de consultant, c'est qu'il est normal d'être en difficulté, parce qu'on ne dispose pas des informations, voire des compétences nécessaires en arrivant chez le client. Il ne faut pas se poser trop de questions. Inutile de demander de la documentation au manager, de chercher le responsable, d'attendre la formation. Il faut se dire, à l'action, à moi de me débrouiller. Ce qu'on apprend au fil du temps, ce dont il faut être convaincu en toutes circonstances, c'est que les problèmes finissent toujours par se régler. Dans ma mission actuelle, j'accompagne en tant qu'ingénieur de projet une équipe de développeurs informatiques, dont de jeunes consultants pour qui c'est la première expérience. Je les prends un peu sous mon aile. Ils découvrent qu'il faut toujours être prêt à l'inattendu, que s'il est indispensable d'anticiper ce qui peut l'être, il y aura de toute façon 1000 autres tâches que le manager va leur demander en plus. Je suis admirative de la faculté d'adaptation de beaucoup de collègues. On nous jette un bout d'information en nous disant « débrouille-toi, je veux que tu arrives à ça ». Lorsque je suis arrivé sur le projet, la personne que je devais remplacer était partie sans laisser toute la documentation, contrairement à ce qui doit se faire. Le client me dit « Ah, c'est Eric qui s'en occupait, je ne sais pas comment il faisait ». Le manager me dit « Je ne me suis pas occupé de ça, c'était Eric ». Alors, j'ai pris une information à un endroit, une autre ailleurs, et j'ai recollé les morceaux. Je suis entre autres responsable de la facturation de l'intervention en cours. Donc, en l'occurrence, pour une vingtaine de consultants qui sont sur site, je dois faire le tour de l'équipe pour les absences, organiser des meetings avec le client pour faire des points, compléter le document client, le document entreprise, l'envoyer à tel ou tel interlocuteur. Toute une procédure que j'ai dû reconstituer toute seule, en y allant franco, en me débrouillant pour extirper les informations. Au moins, le travail n'est pas répétitif. C'est vivant. Mais je suis souvent en mode pompier, en urgence. On nous demande d'être créatif chez le client. Force de proposition, prêt à s'adapter à tous les aléas. On ne doit jamais dire qu'on ne sait pas faire. On sait toujours faire. Et en peu de temps, pour respecter les délais. Mais au final, il faut surtout rentrer dans le moule. Ne jamais contredire le client, parce que c'est lui qui nous paye. Et il faut répondre à toutes ses exigences. Être complètement disponible pour le manager, parce qu'il est notre responsable hiérarchique, même s'il demande des tâches urgentes en fin de journée. Être mobile pour se rendre chez n'importe quel client, dans toute la région parisienne, avec bien peu de considération pour les contraintes personnelles. Cette entreprise est ma première société d'embauche après mon diplôme. Les premières années, j'étais très disponible. J'avais très envie de m'impliquer et j'étais une étoile montante. Quand je me suis mise en couple, et plus encore pendant ma grossesse, la belle histoire s'est terminée. Aujourd'hui, je suis une hard discount consultante. Chaque mission est une nouvelle épreuve, car je n'ai pas les moyens d'habiter près de Paris,
et je vais devoir négocier des conditions de travail compatibles avec ma vie privée de mère célibataire. Être cadre dans cette entreprise, ce serait s'adapter en toutes circonstances tout en étant interchangeable. Ça fait beaucoup. Merci.